Bonjour et bienvenue dans notre émission radio. Cette émission portera sur le thème des médias et sera ponctuée de l'intervention de plusieurs intervenants qui viendront vous décrypter si oui ou non nos médias sont encore des moyens de manipulation de l'opinion publique de nos jours. En effet, apparue avec les médias de masse, la question du pouvoir des médias est très vite devenue obsessionnelle du fait de leur utilisation spectaculaire par les régimes totalitaires. Bonjour Ombline, nous sommes en compagnie de Léna Pacalon et de Pierre Blanc afin qu'ils nous expliquent le degré d'influence des médias et le degré d'efficacité de ces médias dans la manipulation. Bonjour Léna. Bonjour Pierre. Mais avant tout, ce sera vous, Ombline, qui nous ferez un petit état des lieux sur l'utilisation des médias par les Français. Il faut savoir que les Français passent 3 heures par jour en moyenne devant le petit écran. La télévision est aussi devenue un média omniprésent qui s'étend à l'ensemble du temps libre et du temps de travail, comme l'atteste l'importance de la conversation télé ou la place grandissante des rubriques télévision dans la presse. Même ceux qui regardent peu la télévision ne sont pas à l'écart de ce qu'elle diffuse. S'ils ne sont pas branchés sur elle, ils baignent tout de même dans son environnement. Merci. Passons désormais sur une rapide présentation de ce qu'est un média et surtout de son utilité. Tout d'abord, les premiers pas des médias ont commencé après l'invention par Gutenberg de l'impression. L'information joue un rôle clé. Au XIXe siècle, le Premier ministre britannique Benjamin Disraeli affirmait « Contrôler l'information, c'est contrôler la réalité ». Mais donc, existe-t-il des types ou des catégories de médias ? Oui, il existe 3 types de médias. Il y a ceux qui sont qualifiés d'autonomes, ceux qui sont qualifiés de diffusion, qui touchent un large public, par exemple la télévision, et ceux qui sont qualifiés de communication, à double sens, par exemple le téléphone. Pourriez-vous donc nous faire une petite liste non exhaustive des médias qui vous paraissent importants, et plus particulièrement les radios, parce que comme nous en sommes une, nous sommes plutôt curieux de connaître vos opinions sur le sujet. Oui, bien sûr. Selon moi, les radios considérées comme influentes sont les radios nationales comme France Inter, France Culture, France Info et de nombreuses autres radios locales. Mais aussi des radios internationales comme RTL, signifiant Radio Télé Luxembourg, soit une station de radio généraliste privée française créée en 1925 sous le nom de Radio Luxembourg et propriété du groupe de médias français M6, dont l'actionnaire principal est le groupe audiovisuel luxembourgeois RTL. Il existe d'autres radios qui sont elles privées à l'image du groupe Europe 1, Lagardère News, RMC, Next Radio TV. Bien, vous parlez ici de radio privée et de radio publique. Pourriez-vous nous expliquer les différences entre ces deux radios ? La radio publique appartient aux citoyens par le biais de l'État actionnaire principal. Elle ne dépend que très peu de la publicité et ce qui diffère des radios privées. Pour la radio publique, vendre une audience à des annonceurs n'est donc pas primordial. Ce qui prime ou devrait primer, c'est la mission qui lui est fixée par l'État, qui consiste à informer, cultiver, distraire, en s'adressant à tous les publics. Cette différence se traduit d'abord sur nos antennes par moins de publicité et pas de publicité de marque commerciale. Une particularité à laquelle sont très attachés les auditeurs et les salariés. Seriez-vous d'accord pour nous donner un exemple de chaîne de télé publique et un autre de chaîne de télé privée ? Oui, pas de souci. Je vais prendre 2 très connus, France 3, qui est une chaîne de télé publique et une chaîne de proximité nationale à vocation régionale et locale qui favorise le lien social et le débat citoyen. Sa programmation reflète la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région à travers des magazines, des documentaires et des fictions originales. A contrario, BFM TV, qui est une chaîne de télé privée, offre une programmation consacrée à l'information, notamment à l'information économique et financière. Son programme est actualisé en temps réel et couvre tous les domaines de l'actualité, mais j'aurais aussi pu prendre comme exemple le de télé privée TF1 qui propose une programmation généraliste diversifiée qui s'adresse à l'ensemble du public. Une place importante est accordée à l'information, à la création audiovisuelle et cinématographique française, aux émissions pour la jeunesse ainsi qu'au divertissement et au sport populaire. Nous vous remercions, Ombline. Pouvons-nous désormais passer à vous, Léna, et à vos explications sur le degré d'influence des médias dans la vie des Français ? Je vous propose par exemple de commencer par nous dire quel est le média le plus suivi en France. Oui, bien sûr. D'après une enquête du Cevipof en 2010, 76% des Français disaient s'informer principalement de la politique par la télévision, contre seulement 28% par Internet, ce qui représente un écart de 48 points de pourcentage. Avons-nous des exemples ou des chiffres montrant que la manière de s'informer des jeunes et des adultes diffère ? Oui, en effet, les jeunes préfèrent s'informer via les réseaux sociaux, bien que ces derniers ne produisent pas beaucoup d'informations. Ils se contentent de commenter celles des médias traditionnels.
Par ailleurs, de nos jours, de plus en plus de jeunes ont accès dès leur plus jeune âge au téléphone et aux réseaux sociaux en général. Cette influence des médias, elle est réelle et il n'est pas question de la nier. Les médias, ils nous influencent en produisant et en hiérarchisant l'information d'une certaine manière pour des raisons objectives ou subjectives, idéologiques ou bien financières que l'on peut contester, et ce, dès qu'un individu a accès à Internet. Puisque l'influence des groupes médiatiques est réelle, comment peut-on la comprendre? Par exemple, vis-à-vis du vote des Français, quelle influence ont les médias? L'influence des médias ne peut pas être comprise isolément. Elle doit être pesée relativement à d'autres facteurs, tels que la question du vote. Or, les gens ne votent pas en fonction des médias, mais de leur bord politique. Et ce n'est pas un média de gauche qui va faire changer d'avis à une personne de droite, et inversement. D'autant plus que les personnes de droite ne regardent pas les médias de gauche, et inversement. La structuration politique d'une personne est quelque chose de bien plus profond que tout ce qu'un média peut influencer. Mais il peut aussi lui faire voter à l'intérieur de son bord politique pour un candidat plutôt que pour un autre, à force d'influence. C'est le cas pour les personnages politiques plus médiatisés que d'autres, comme les candidats aux futures élections présidentielles de 2022, tels que Éric Zemmour, que nous voyons très souvent à la télé, ou lors de débats, de même que Jean-Luc Mélenchon. En revanche, d'autres sont peu connus des Français, tels que les candidats Marico ou encore Philippe Poutou. Il existe aussi le cas où, dans l'optique d'une réélection, Emmanuel Macron s'est lancé sur les réseaux sociaux dans le but de marquer positivement les esprits et d'influencer un public compris entre 17 et 25 ans, très présent sur ces plateformes en vue des élections de 2022. S'il est possible de toucher autant d'individus, pouvons-nous ici parler d'une forme de puissance des médias? Non, pas totalement, parce que la puissance d'un média se définit comme sa capacité à toucher un nombre de contacts publicitaires importants et ou qualifiés, et ne se base pas uniquement sur la quantité d'individus que le média en question va attirer. La puissance des médias et son degré d'influence peuvent fonctionner conjointement avec les sondages. Pour reprendre l'exemple du vote, on voit que la publication de certains sondages dans les médias tend à mettre sous pression ceux qui constatent que la majorité n'est pas de leur avis. Dans le but d'éviter l'isolement, ils ont tendance à rejoindre le camp majoritaire et à voler au secours de la victoire. Les médias, afin d'exercer leur influence, se doivent de traiter de sujets d'actualité. Merci de votre intervention, Léna. Pierre, pouvons-nous passer à votre analyse sur le degré d'efficacité qu'ont les médias sur la population? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette efficacité se traduit par leur capacité à fixer les modes de pensée de la société. En effet, on pourrait tenter de dire que les médias façonnent les modes de pensée, mais leur influence est plus subtile et se limite dans un premier temps plutôt à définir l'ordre du jour, et donc indirectement à orienter la pensée. Ils sont une puissance parce qu'ils ont les outils et les mécanismes qui leur donnent la possibilité d'imposer l'ordre du jour. De ce fait, ils conditionnent le comportement des autres pouvoirs. On peut aussi dire qu'ils sont une puissance, puisque ce sont les médias, de par la grande attention qu'on leur porte, qui peuvent façonner ou détruire la réputation des individus, comme par exemple Benjamin Griveaux qui se présentait à l'élection de la mairie de Paris, dont la réputation a été détruite de par l'événement qui a été créé et qui a été répercuté par les médias. Comment les médias orientent-ils l'information et comment la construisent-elles? Tout d'abord, il faut savoir que aux événements qui surgissent dans l'espace public s'ajoutent des événements créés par les médias. On ne pourrait pas reprocher aux médias de déformer l'information ou de créer ou d'amplifier des rumeurs, voire d'être mensongères, puisqu'elles ne feraient que construire son propre événement. Les médias sont aussi limités dans la mesure où justement ils ont besoin de l'existence d'un événement, de quelque chose d'externe à eux-mêmes, ce qui fait qu'ils sont dépendants d'autres instances sociales pour exercer leur office et même pour exister. Auriez-vous des études ou d'autres exemples qui pourraient confirmer ou infirmer cette théorie, ce fait? Eh bien justement, il y a l'étude qui a été réalisée par Lazarsfeld et ses collègues dans les années 1940, qui a montré d'ailleurs que les messages émis par les médias ne se diffusent pas de façon directe vers les récepteurs. Avant de passer aux récepteurs, les informations des médias transitent par des leaders d'opinion, qui eux-mêmes filtrent les informations selon leur centre d'intérêt ou les choses avec lesquelles ils sont en accord ou non. C'est ce que Lazarsfeld a appelé le two-step flow of communication. De ce fait, l'influence des médias consiste surtout en un renforcement des opinions et des comportements déjà existants. Ils fournissent à l'individu des arguments qui réduisent ses doutes éventuels et qui le persuadent plus encore que sa conviction est bonne, comme nous le disait tout à l'heure Léna dans sa rubrique. Est-ce dangereux de chercher à convaincre un individu, de chercher à le rassurer? Alors oui, bien sûr, il y aura toujours des dérives, puisque les médias peuvent définir l'ordre du jour des questions politiques, sociales et économiques. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent aussi détruire la réputation d'une organisation, d'une personne ou d'un groupe.
Et c'est surtout à travers cet aspect qu'on peut les considérer comme une véritable puissance. Ils possèdent la capacité de faire, mais aussi de détruire la réputation d'une entité. On peut aussi parler de l'étude de Riley. C'était une étude réalisée sur des enfants, et au terme de l'expérience, on a pu voir que pour certains enfants, la télévision aidait à s'ajuster à la réalité, mais pour d'autres, la télévision remplaçait la réalité. Ce qui prouve bien que les médias en général peuvent, s'ils dérivent, devenir dangereux. Mais pourtant, le sujet n'est pas dépourvu de liberté face aux messages auxquels il s'expose en lisant les médias. Oui. Sur la base de son vécu, de sa culture, de son statut social, ou de son milieu, ou encore de ses connaissances, l'individu peut interpréter à sa façon les messages qu'il reçoit, ou encore il peut y percevoir, au moins en partie, ce qu'il souhaite voir dans ces médias. On constate aussi que dans les domaines que l'individu ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas, il se fie aux médias aveuglément pour se créer une opinion, pour se créer un avis. C'est souvent dans les domaines politiques, économiques ou sociaux que les gens s'informent sur les médias, et souvent ils ne sont pas bien renseignés et donc prennent telles quelles les connaissances des médias sans les passer au crible. Cependant, les médias ne sont eux-mêmes pas objectifs et ils orientent leur attention sur certains points plutôt que sur d'autres, comme on peut le voir dans les gros titres. Les médias ont donc une forme très spécifique d'influence. Ils ne disent pas aux gens ce qu'il faut penser, mais plutôt ce à quoi il faut penser. On peut voir ça au travers de l'exemple. Pendant la guerre du Golfe, donc la guerre en 1990, la chaîne de télévision américaine ABC News avait réalisé un reportage d'1 minute sur les 100 000 manifestants anti-guerre qui étaient rassemblés à Washington pour protester, et avait dans le même temps réalisé plus de 2 minutes 30 de reportage sur des ouvriers qui étaient fiers de fabriquer des missiles patriotes américains. De la même façon, on peut voir que les journalistes font des choix de certains mots, de certaines métaphores, comme par exemple la guerre à la drogue, qui suggèrent la meilleure façon d'aborder un sujet, et qui peut donc beaucoup les influencer lorsqu'ils ne connaissent pas. On a aussi beaucoup d'études qui montrent que les groupes marginaux, comme par exemple les drogués ou les squatteurs, ou simplement extérieurs à l'establishment, comme par exemple les syndicalistes ou les grévistes, sont souvent dénigrés dans les médias. Au niveau individuel, les médias proposent des modèles de pensée et d'action à partir desquels chacun peut bâtir son identité, c'est-à-dire, en fait, s'arrimer à certains groupes. En conclusion, il est essentiel que l'individu nourrisse son esprit critique et sa capacité à analyser l'information, mais aussi à multiplier les canaux qu'il utilise pour s'informer. Il est indispensable de changer la conscience dans la société dans son ensemble, en évitant le prisme de pensée que la masse a raison. Le diagnostic selon lequel les médias sont tout-puissants est à l'évidence un fantasme, mais ce n'est donc pas une raison pour céder à l'angélisme journalistique selon lequel les médias ne sont que le miroir du monde. Une tendance à individualiser chaque problème, la société consumériste et individualisme dans laquelle nous évoluons contribue à l'influence des médias. Merci à vous trois pour nous avoir éclairés sur ce sujet et merci aux auditeurs qui nous ont suivis tout le long de l'émission. Eh bien écoutez, merci à vous de nous avoir invités. Avec et plaisir. à bientôt.